les frères musulmans, sachant pertinemment ce à quoi ils visent, c'est-à-dire la domination politique et juridique du monde entier. En fait, seuls les Arabes et les musulmans eux-mêmes comprennent bien le danger de cette organisation. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire de géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec aujourd'hui un sujet à cheval entre la politique intérieure israélienne et des aspects plus régionaux, à savoir comme thème donc le double langage, on pourrait dire le double visage aussi, du parti islamiste israélien Ra'am, qui est devenu le 8e partenaire de la coalition parlementaire dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett et qui a permis, voilà, donc 7 mois, grâce à ces 4 députés, de pouvoir monter ce gouvernement où en fait siègent à la fois des partis de droite, des partis du centre, de gauche et d'extrême gauche. Et Ra'am, avec ses 4 voix, a fait monter la majorité, enfin ce qu'était la minorité de ce gouvernement à 57 voix, avec les 4 courants dont je viens de parler, à 61 voix, d'où la possibilité donc d'avoir mis ce gouvernement sur pied. Eh bien, pour parler de ce qu'est l'analyse de ce qu'est ce parti et de ses objectifs et de son discours, nous sommes en ligne avec le docteur Ephraim Herrera. Bonjour et shalom, Ephraim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire des religions à la Sorbonne et en 2013, vous publiez votre thèse intitulée « L'image du juif dans les textes fondateurs du soufisme et du chiisme ». Vous êtes aussi auteur de l'ouvrage « Le djihad de la théorie aux actes », paru en avril 2015 aux éditions Elkana, et vous y présentez la genèse du djihad d'un point de vue historique et religieux, afin de permettre aux lecteurs une meilleure appréhension de cette idéologie, et vous y proposez aussi des pistes de réflexion sur la nécessité d'endiguer ce dangereux phénomène. On précise aussi qu'en tant que spécialiste de l'islam, vous contribuez régulièrement dans la presse israélienne autour de différentes thématiques, dont celle justement du djihad, en intervenant notamment sur plusieurs sites internet israéliens d'information, comme Ynet, et puis différentes chaînes de télévision francophones et autres. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dites-nous en quoi, selon vous, ce double visage du nouveau parti Ra'am, qui, on rappelle, lors des dernières élections de 2021, a fait scission de la liste arabe unie pour faire cavalier seul, en brisant donc en apparence le front politique uni des Arabes israéliens. En quoi c'est une nouvelle donne sur la scène politique israélienne ? En fait, ils appliquent la théorie des frères musulmans, comme elle a été explicitée par le Cheikh Kardawi, qui est leur maître spirituel, qui est la politique de ce qu'ils appellent en arabe le Fathun Silmiun, la victoire et la conquête par des moyens pacifiques. C'est-à-dire que, conscients du fait qu'ils n'arrivaient pas à combattre Israël de l'extérieur, ils ont pris comme politique de participer à la vie politique israélienne. Et du fait que maintenant ils représentent la balance de ce gouvernement, sans eux le gouvernement ne tient pas, ils essaient d'obtenir des gains concrets au travers de décisions qu'ils imposent au gouvernement, et en particulier dans le domaine territorial, quand ils font pression pour que des territoires qui ont été pris de manière illégale par les Bédouins dans le sud, ou des constructions illégales en Galilée, soit légalisé, validé, alors que ça a été fait contre la loi. Donc ça, c'est leur politique essentielle, en tenant souvent un double langage qui plaît aux Israéliens, parce qu'il y a toujours cette idée, il faut bien, nous avons des Arabes à l'intérieur d'Israël, nous avons des musulmans qui vivent parmi nous, il faut bien vivre avec eux, il faut bien communier avec eux. Et donc, tout parti qui tout d'un coup vient et dit « nous sommes prêts à participer au gouvernement israélien », soulève l'espoir qui aveugle quant aux intentions réelles de ce parti. Je voudrais rappeler que ce parti avait été invalidé par la commission de la Knesset avant les élections, et y compris par Yesh Atid, qui aujourd'hui a fondé ce gouvernement avec Ra'am, et c'est le tribunal de haute instance qui a tranché et qui a invalidé la décision de la Knesset. Et pourquoi ils avaient pris cette décision ? Parce qu'il y a eu des déclarations qui soutenaient les terroristes des 4 membres
de ce parti. Walid Taha, il a rendu visite à un haut responsable du Hamas ainsi qu'à des familles de terroristes qui avaient assassiné des citoyens juifs. Il a refusé de considérer le Hamas, qui est une organisation affiliée aux frères musulmans et qui vise explicitement à détruire Israël. Il a refusé de les considérer comme une organisation terroriste. Il considère le projet sioniste comme raciste, cruel, assassin, auteur d'expulsions et de destruction, violent et barbare. Ça, c'est Walid Taha. Si on prend Mazen Ghanem, il a qualifié de shahid les terroristes du Hamas qui sont morts pendant la guerre de Gaza en 2009 à Oferet Yetsuka, l'opération Plomb Fondu. Et la 4e parlementaire de Ram, Iman Khatib Yassine, a manifesté pour protester contre l'arrestation d'une terroriste qui avait fait passer de l'argent au Hamas. Et elle considère le mont du Temple comme propriété exclusive des musulmans et de l'islam et souhaitait que les policiers israéliens qui essayent d'y maintenir l'ordre aient les bras paralysés. Ça, c'est les 4 membres du parti qui font partie du gouvernement. Alors justement, si on se penche sur ce double langage, parce qu'il y a un double, en ce qui concerne surtout le numéro 1 du parti, Mansour Abbas, un double langage qui, évidemment avec de grandes différences, fait penser dans un autre contexte et avec d'autres enjeux, mais au double langage qui fut celui de Yasser Arafat, qui lorsqu'il parlait en anglais, il était tout paix, tout conciliant et ouvert à je ne sais quelles illusions pacifiques, mais quand il s'adressait à son public ou dans la presse, quand il parlait en arabe, on parlait de toute autre chose et on parlait du programme par étapes de l'OLP qui avait été arrêté en 1974 à Alger, la destruction d'Israël par étapes, et on a l'impression quand on écoute Mahmoud Abbas dans ses différentes interventions qu'on retrouve une sorte de dichotomie de ce genre. D'un côté, Mansour Abbas, pardon, à ne pas confondre avec le chef de l'autorité palestinienne. Eh bien, Mansour Abbas de Ram parle sans arrêt de la nécessité du shalom, de la coopération et de la vie commune entre arabes, musulmans et juifs en Israël. Et puis il a même été jusqu'à, dans une intervention très remarquée, il y a quelque temps, à reconnaître que l'État d'Israël était un État juif et qu'il le restera. Ça, c'est côté court. Mais côté jardin, il y a des citations plus internes et qui sont moins connues des médias, dans lesquelles il répète, entre autres, vous en aviez cité un extrait, je crois, dans un clip que vous avez fait sur ce sujet, il disait que c'était les mafias juives qui avaient volé en 1948, pas en 67, en 1948, les terres de la Palestine historique. Et donc c'est bien ce même Mansour Abbas qui plaît aux Israéliens parce qu'il a l'air de vouloir une conciliation, mais en même temps qui a des positions extrêmement fermes. Et vous aviez raison de citer à l'instant que tout son entourage est sur la même ligne dans la mesure où, par exemple, effectivement, les Juifs n'ont pas le droit de marcher sur le mont du Temple, mais il y a d'autres raisons. Alors, comment se fait-il que, à la fois la presse israélienne, mais aussi, disons, le mainstream des médias ne regarde pas ça, ne veut pas connaître ça ? Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et en ce qui concerne Mansour Abbas, vous avez raison de mentionner que quand il parle en arabe, il parle du projet sioniste comme un projet qui a lésé les Palestiniens depuis 1948 de leurs terres, et il tient à des propos qui correspondent tout à fait aux propos des frères musulmans. Il a même donné des prix à des gens qui soutenaient les actes terroristes suicides contre des citoyens, même pas des soldats, contre des citoyens israéliens. Donc on voit bien que c'est la position de ce parti. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce n'est pas Mansour Abbas ni ses 3 collègues à la Knesset qui dirigent le parti. Ce parti est dirigé par le Conseil de la Shura, qui est un conseil islamique qui décide selon la loi islamique qui seront ses représentants à la Knesset et quelles sont les décisions qu'ils vont prendre. Son chef est Daabès, qui est un cheikh qui a toujours eu des positions extrémistes et qui, d'ailleurs, est très ferme sur le fait que le mont du Temple appartient aux musulmans et uniquement aux musulmans et aucun juif n'a le droit de fouler le sol. Donc on voit bien que c'est leur position et on connaît aussi des associations caritatives comme l'association 48
qui aujourd'hui, cette semaine même, finance des maisons pour les réfugiés en Syrie et qui en fait donc est associée à des activités qui sont chez l'ennemi. Et on sait qu'elles ont aussi que cette association a financé des familles de terroristes palestiniens de la bande de Gaza qui ont commis des actes terroristes contre Israël, et ils soutiennent leurs familles, donc ces familles de shahidim, de la même manière que Mahmoud Abbas le fait dans l'autorité palestinienne. Et de la même manière, je crois que vous le rappeliez dans ce document visuel, que Mansour Abbas a participé à plusieurs cérémonies d'hommage au cheikh, qui était l'ancien chef du Hamas, le cheikh Yassine, qui a été éliminé par Israël, qui était une figure de proue du terrorisme des années d'Oslo. Donc, j'allais vous demander plus sur le fond. Quels sont en fait les objectifs à long terme et la méthode de ce RAM, puisque il y a cette espèce de discours double, et il y a, vous le citiez tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, il y a cette vision qui est héritée en ligne droite de la stratégie des frères musulmans, qui veut que ce qu'on appelle l'occupation pacifique et par étapes, progressive, ça doit être un terme arabe que j'ignore, mais que vous allez nous préciser, et vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. Et donc on voit ça effectivement, puisque la stratégie de ce parti au sein de la coalition actuelle, gouvernementale israélienne, c'est d'essayer d'arracher territoire par territoire un certain nombre de concessions et à terme de pouvoir faire que une bonne partie du Negev et de la Galilée deviennent des territoires musulmans, un peu justement avec des différences, parce que c'est un parti qui est à l'intérieur, c'est un cheval de Troie à l'intérieur d'Israël, un peu comme l'avait fait l'OLP en 1974 avec son programme par étapes. Donc c'est ce que vous disiez dans ce document, il y a un danger existentiel pour Israël avec des personnages pareils qui deviennent clés au sein d'un gouvernement. Absolument. Et quand vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance d'Israël par Mansour Abbas, il n'a pas reconnu Israël. Ce n'est pas le mot reconnaître au sens de dire j'accepte qu'il y a un État juif. Il a fait une constatation de fait. Il y a aujourd'hui un État juif, mais il ne l'a pas reconnu. Il n'a jamais reconnu l'État d'Israël comme un État juif. Pour lui, cette terre, selon le droit musulman le plus orthodoxe, c'est une terre d'islam parce qu'elle a été conquise par le calife Omar au 7e siècle, et donc elle est à tout jamais terre d'islam. Et il y a donc une triple impureté à ce que des juifs soient aujourd'hui les dirigeants de cette terre. Pourquoi triple impureté ? D'abord parce que elle doit être aux mains des musulmans et elle est aux mains des juifs. Deuxièmement, parce que les juifs dominent des musulmans sur cette terre, puisqu'il y a des arabes israéliens qui sont sous domination juive. Et le troisième point, c'est que les juifs doivent être des dhimmis, c'est-à-dire des non-citoyens soumis et humiliés à l'islam. Donc en cela, jamais Mansour Abbas ni son parti ne reconnaîtront au sens de pas de reconnaître comme fait concret l'État d'Israël, mais de le reconnaître au niveau politique, cette entité comme étant un État juif. Jamais il ne le fera, c'est certain. Et leur politique, c'est ce qu'on appelle, vous m'avez demandé le terme arabe, ça s'appelle Fathun Silmiun. Fath en arabe, comme le Fatah, d'ailleurs ça vient de la même chose, ça veut dire la conquête. Et Silmi, c'est comme vous entendez le mot shalom dedans, ça veut dire par des moyens pacifiques. Donc c'est la politique qu'a mise en place ce Cheikh Kardawi. Ce Cheikh Kardawi est une personnalité qui a aujourd'hui plus de 80 ans, et son livre, le licite et l'illicite dans l'islam, est le livre le plus vendu dans le monde musulman après le Coran. Il a réuni près de 2 millions de personnes à la place Tahrir en Égypte, à l'époque où les frères musulmans étaient au pouvoir. Donc c'est une personnalité très influente. Et il dit, par le biais de l'immigration, par l'appel à l'islam et par l'éducation, qui est très importante, des musulmans eux-mêmes, ils arriveront à conquérir l'Europe qu'ils n'avaient pas réussi à conquérir ni au 7e siècle, ni ensuite au 17e siècle, quand ils sont arrivés aux portes de Vienne. Donc on voit bien que cette politique de conquête par étapes est la voie classique des frères musulmans qui, dès qu'ils ont suffisamment de force, passent aux moyens militaires et aux moyens armés et violents, comme le fait le Hamas à notre frontière à Gaza. Alors justement,
La presse arabe, c'est aussi un des éléments de votre démonstration, la presse arabe cite souvent Mahmoud Abbas comme étant un sympathisant des frères musulmans, parce que formellement, c'est pas comme le Hamas. Le Hamas est officiellement la section gazéenne, j'allais dire, de la confrérie des frères musulmans. Le parti RAM, a priori, n'est pas lié administrativement ou organisationnellement aux frères musulmans, mais c'est tout comme, puisqu'il semblerait appliquer les mêmes stratégies. Alors, en quoi c'est pour Israël un danger existentiel? Parce que finalement, les frères musulmans ont été interdits en Égypte, et de la manière la plus violente, et il y a eu un coup d'État, il y a eu un renversement par le général Sissi et les classes moyennes qui manifestaient contre l'incurie du Hamas qui est resté 1 an et demi au pouvoir. Le président s'appelait, si je ne me trompe pas, Mohamed Morsi, qui a été renversé finalement. Et même en Syrie, même si ce n'est pas très recommandable de se réclamer des agissements de Hafez al-Assad, de son fils plutôt Bachar Assad, eh bien, il n'y a pas de frères musulmans, ils ont été interdits. Il y a des grands pays comme la Russie, le Kazakhstan les interdisent. Et nous, on maintient une ambiguïté. Est-ce que ça ne ressort pas de la naïveté israélienne dès qu'il y a une porte ou un langage de paix, de s'y engouffrer complètement au risque justement de prendre de grands risques? Absolument, vous avez raison. Vous avez raison aussi de signaler que Mansour Abbas et le parti Raham disent ne pas appartenir aux frères musulmans et ne pas y être affiliés. Mais dans les interviews qu'ils donnent à la presse et aux médias arabes des pays voisins, il est toujours dénommé El Ikhwani, ça veut dire le frère musulman, et jamais il ne le dément, il n'a jamais protesté ou envoyé de remarques pour dire que cette presse se trompe. C'est bien clair. D'ailleurs, les dirigeants ont rencontré, il y a eu des reportages sur ce sujet, ont rencontré des responsables et des hauts responsables du Hamas. Et ils financent des familles de terroristes du Hamas. Et donc, on voit bien qu'ils y sont liés, et leur politique est la politique du Hamas. Vous avez rappelé le Cheikh Yassine, et le fait qu'on considère Abbas comme étant un disciple, un successeur de ce personnage que Israël a liquidé à juste titre quand il soutenait les attentats terroristes contre ses citoyens. Alors, et vous avez raison aussi de mentionner que la plupart des pays arabes voisins, en fait, ont mis hors la loi les frères musulmans, sachant pertinemment ce à quoi ils visent, c'est-à-dire la domination politique et juridique du monde entier par l'islam, comme eux l'entendent, c'est-à-dire l'islam orthodoxe, religieux, qui a des buts conquérants. Ça, c'est la politique claire des frères musulmans. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le Moyen-Orient qui est touché. Vous avez les mêmes phénomènes en Europe aujourd'hui. Et il faut citer 2 pays, qui sont proches, qui soutiennent encore les frères musulmans, ce soit la Turquie d'Erdogan et le Qatar. Le Qatar, principalement par l'argent qu'il fait passer au Hamas dans la bande de Gaza, et surtout par sa chaîne de télévision Al Jazeera, qui les soutient de manière claire et massive. Et Erdogan finance des partis et surtout des associations caritatives en Europe, comme par exemple le Islamic Relief, qui peut être worldwide quand c'est son association au niveau mondial, ou bien principalement, par exemple, aujourd'hui en Allemagne, il y a eu des rapports qui ont été publiés récemment, et on s'aperçoit que les commissions européennes financent aussi ces partis. En fait, seuls les Arabes et les musulmans eux-mêmes comprennent bien le danger de cette organisation qui est née, je le rappelle, en 1928 en Égypte avec Hassan el-Banna, suite à la chute du califat en Turquie. Et donc, le but était comment on va restaurer le califat et refaire que l'islam domine le monde. Ça, c'était le sujet principal qui a fait que les frères musulmans se sont développés. Aujourd'hui, on estime à ce qu'ils sont plus de 100 millions dans le monde. Donc, c'est une association internationale très ramifiée avec beaucoup d'argent et qui sait procéder pour, de manière insidieuse et par étapes, arriver à
dominer des régions, renverser des régimes et prendre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont été mis hors la loi dans tellement de pays. Eh bien, merci Ephraim Herrera pour ces analyses un peu inquiétantes, qui d'ailleurs sont corroborées par les événements que nous avons vécus au moment des émeutes du Negev, après la programmation de plantation pour Tou Bishvat, et ça a créé un incendie, de la même manière que l'intervention de Tsahal sous le gouvernement précédent dans l'opération Gardien des remparts avait aussi suscité des émeutes à l'intérieur d'Israël, et ce sont peut-être des lumières et des signes qui devraient venir à la conscience des stratèges israéliens pour ne pas peut-être continuer dans une voie aussi dangereuse. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.